Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Depuis la Floride, le président américain Donald Trump a publiquement mis en doute l'engagement de Beyrouth à appliquer les termes de l'accord de paix, pointant du doigt le dossier du désarmement du Hezbollah. Des déclarations fortes faites aux côtés du Premier ministre israélien qui ravivent les inquiétudes. Lors d'une conférence de presse conjointe à Mar-a-Lago, le président américain a estimé que le gouvernement libanais n'appliquait pas pleinement les termes de l'accord de paix, affirmant que sa position s'affaiblit et laisse entendre que les conséquences restaient ouvertes. Aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump a directement lié cette critique au dossier du Hezbollah, affirmant que le groupe se comporte mal et que les efforts du Liban pour désarmer seraient observés de très près par Washington. Ces déclarations interviennent dans un contexte régional tendu, marqué par la fragilité du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et par une pression internationale accrue sur Beyrouth pour reprendre le contrôle de l'ensemble de son territoire et de ses décisions sécuritaires. À Ain el-Helloui cette fois, le plus grand camp palestinien du Liban, les forces de sécurité palestiniennes ont procédé à la remise d'une nouvelle tranche d'armes lourdes en coordination avec les autorités libanaises. Une démarche qui s'inscrit dans un cadre politique et sécuritaire conjoint, salué comme un signal positif pour la sécurité et la coexistence. Il s'agit de la 5e tranche d'armes lourdes détenue par l'Organisation de libération de la Palestine. Et sur le terrain, l'opération s'est déroulée sous haute surveillance. Des unités de l'armée libanaise ont été déployées aux abords du site de remise des armes, accompagnées de mesures de sécurité renforcées afin d'assurer le bon déroulement de la procédure. En Floride, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont affiché un front commun face au Hamas et à l'Iran. Lors de leur rencontre à Mar-a-Lago, les deux dirigeants ont durci le ton alors que l'avenir de la trêve à Gaza reste incertain et que la question du réarmement iranien revient au cœur des tensions régionales. Téhéran a immédiatement réagi, dénonçant des menaces et promettant une riposte en cas d'agression. À Palm Beach, en Floride, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont voulu afficher une image d'unité et de fermeté. Face aux caméras, le président américain a adressé un avertissement direct à l'Iran 6 mois après les frappes contre des sites liés à son programme nucléaire. Donald Trump prévient, toute tentative de réarmement iranien entraînait une réponse immédiate. Installation nucléaire, missiles balistiques, aucune option n'est exclue. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Un proche conseiller du guide suprême iranien affirme que toute attaque contre l'Iran serait suivie d'une réponse très sévère. Selon lui, les capacités militaires de l'Iran ne sont ni négociables ni soumises à autorisation étrangère. Mais le dossier central de cette rencontre reste Gaza. Donald Trump hausse le ton contre le Hamas, exigeant le respect strict de la deuxième phase de la trêve. Le président américain menace le mouvement palestinien de payer le prix fort s'il refuse le désarmement prévu par l'accord. Le Hamas, de son côté, maintient sa position. Pas question de rendre les armes tant que ce qu'il qualifie d'occupation se poursuit. Pour Benjamin Netanyahou, cette rencontre est aussi stratégique sur le plan politique. Le Premier ministre israélien insiste sur la menace iranienne qu'il considère comme existentielle pour Israël et déstabilisatrice pour toute la région. Il a salué un allié sans précédent à la Maison-Blanche, allant jusqu'à remettre à Donald Trump la plus haute distinction civile israélienne. En coulisses, Washington tente d'accélérer le processus. Les États-Unis souhaiteraient annoncer dès janvier la mise en place d'une autorité palestinienne de transition à Gaza, composée de technocrates afin de relancer une dynamique politique. Mais sur le terrain, la trêve reste fragile. Les accusations de violation se multiplient et la reconstruction de Gaza demeure incertaine. Entre avertissement militaire, pression diplomatique et équilibre politique, la rencontre Trump-Netanyahou marque un durcissement du discours américain dans une région où chaque mot peut faire basculer la situation.
Et en Iran, la colère sociale monte face à l'hyperinflammation et à l'effondrement du rial. Après 2 jours de manifestations de commerçants dans la capitale iranienne, le président Masroud Pezeshkian appelle à écouter des revendications légitimes, tandis que les autorités annoncent la fermeture des écoles, banques et administrations. En Iran, la pression économique se transforme en contestation sociale. Depuis dimanche, des commerçants de Téhéran protestent contre la flambée des prix et l'effondrement de la monnaie nationale sur fond de sanctions internationales et de crise économique persistante. Dans un message publié sur le réseau X, le président Masroud Pezeshkian a appelé à l'apaisement. Il affirme avoir demandé au ministre de l'Intérieur d'écouter les revendications légitimes des manifestants et de dialoguer avec leurs représentants afin que le gouvernement puisse agir de manière responsable. Un temps conciliant également repris par le président du Parlement, Mohammad Bakr Kalibaf. Devant les députés, il a exhorté les responsables politiques à prendre les mesures nécessaires pour accroître, je cite, le pouvoir d'achat de la population. Mais il a aussi mis en garde contre toute tentative d'instrumentalisation du mouvement pour semer, selon ses mots, le chaos et les troubles. Les manifestations ont débuté dans le principal marché de téléphones portables de la capitale avant de s'étendre à d'autres zones du centre-ville. Des commerçants ont fermé leurs boutiques, scandant des slogans contre la vie chère et l'instabilité du taux de change. Sur le terrain, la situation reste contenue. Mardi matin, la plupart des commerces et cafés étaient ouverts dans les grands axes de Téhéran, notamment sur l'avenue Valissar. La police anti-émeute était toutefois déployée autour des principales places du centre. Les autorités ont annoncé que mercredi, écoles, banques et établissements publics seraient fermés à Téhéran et dans plusieurs provinces, officiellement en raison du froid et pour économiser l'énergie. Aucune justification sécuritaire n'a été évoquée, mais la décision intervient dans un contexte de tension sociale accrue. En toile de fond, l'effondrement du rial. La monnaie iranienne a atteint un nouveau record historique dépassant 1,4 million de rials pour $1 sur le marché informel. Une chute qui alimente une inflation galopante avec une hausse officielle des prix de plus de 50% sur un an. Face à l'urgence, le gouvernement a annoncé le remplacement du gouverneur de la Banque centrale. Mais pour de nombreux commerçants, ces mesures restent insuffisantes alors que le pouvoir d'achat continue de s'éroder et que l'incertitude économique domine le quotidien. Les tensions montent encore d'un cran en Asie de l'Est. Pour la 2e journée consécutive, la Chine a mené d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan, simulant ainsi un blocus de l'île. Des tirs de roquettes, des dizaines d'avions et de navires mobilisés, tandis que Taipei appelle à la retenue et que Séoul s'inquiète de la stabilité régionale. 2e journée de démonstration de force pour Pékin autour de Taïwan. Depuis l'île chinoise de Pingtan, la plus proche du territoire taïwanais, des roquettes ont été tirées en mer lors d'exercices à munitions réelles. Selon l'armée chinoise, ces manœuvres visent à tester des capacités de combat à longue portée et à simuler un blocus des ports taïwanais. L'opération, baptisée Mission Justice 2025, mobilise des forces terrestres, navales et aériennes. À Taïwan, l'alerte est maximale. Le ministère de la Défense affirme avoir détecté en 24 heures 130 avions militaires chinois et 22 navires autour de l'île, un niveau inédit depuis plus d'1 an. Certaines zones d'exercice chinoises se situeraient à moins de 12 000 nautiques des côtes taïwanaises. Conséquence directe, le trafic aérien est fortement perturbé. Plus de 850 vols ont été affectés et des liaisons vers les îles taïwanaises de Kinmen et Matsu ont été annulées, touchant environ 6 000 passagers. Malgré cette pression militaire, le président taïwanais Lai Ching-tsu assure ne pas vouloir provoquer Pékin ni aggraver les tensions. Taipei dénonce cependant des manœuvres hautement provocatrices et déploie ses gardes-côtes pour surveiller les mouvements chinois. À l'international, les réactions se multiplient. La Corée du Sud, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, appelle à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan et exhorte les deux parties à privilégier le dialogue et la coopération.
Washington, de son côté, se montre moins alarmiste. Le président américain Donald Trump affirme ne pas croire à une invasion imminente malgré la vente récente d'armes américaines à Taipei, vivement critiquée par Pékin. Pour la Chine, le message est clair. Toute tentative d'entraver ce qu'elle considère comme une réunification inévitable est vouée à l'échec. Mais ces exercices de grande ampleur ravivent les craintes d'une escalade militaire dans une région déjà sous haute tension. Invisible mais énergivore, l'intelligence artificielle pourrait dès 2025 peser sur le climat autant qu'une grande métropole. Derrière ces prouesses technologiques se cache une infrastructure gourmande en électricité et en eau, dont l'impact environnemental inquiète de plus en plus les chercheurs. Imaginez une ville comme New York, avec ses gratte-ciel, ses millions d'habitants, ses transports et ses émissions de CO2. En 2025, l'intelligence artificielle pourrait avoir eu le même impact sur le climat que cette mégapole. C'est ce que révèle une étude récente menée par le chercheur Alex de Vries-Gao. Mais comment l'IA, souvent présentée comme une révolution technologique, peut-elle peser si lourd sur l'environnement? Plongeons dans les coulisses des data centers, ces usines invisibles qui font tourner nos outils d'IA. D'après l'Agence internationale de l'énergie, l'IA représente déjà 15% de la consommation électrique des data centers, un chiffre en forte hausse. Leur demande en électricité pourrait atteindre 23 gigawatts d'ici la fin 2026, soit presque l'équivalent de la consommation totale du Royaume-Uni. Pourquoi une telle explosion? Parce que les modèles d'IA, comme ceux qui animent ChatGPT ou les outils de génération d'images, nécessitent des calculs toujours plus complexes, et donc toujours plus d'énergie. Résultat, entre 33 et 80 millions de tonnes de CO2 pourraient être émises en 2025 par l'IA seule. Mais l'IA ne se contente pas de l'électricité, elle a aussi soif, beaucoup de soif. Jusqu'à 765 milliards de litres d'eau ont été consommés en 2025 par les data centers, soit l'équivalent de la consommation mondiale annuelle d'eau en bouteille. Cette eau sert principalement à refroidir les serveurs qui chauffent énormément lors des calculs. Elle est aussi utilisée pour produire de l'électricité qui les alimente. Pourtant, ces chiffres restent des estimations, car les géants de la tech comme Google ou Meta ne publient pas de données précises sur la consommation d'eau liée à l'IA. Quelques chiffres clés. 765 milliards de litres d'eau est la consommation d'eau estimée pour l'IA en 2025, dont 140 milliards de litres utilisés directement pour refroidir les data centers. Le reste est lié à la production d'électricité. Alors comment réduire cet impact? La première étape serait de le mesurer précisément. Aujourd'hui, les entreprises technologiques ne distinguent pas dans leur rapport la consommation liée à l'IA de celle aux autres activités. Résultat, les chercheurs doivent se baser sur des approximations. Alex de Vries-Gao appelle à une révolution de la transparence. Il affirme « Sans données détaillées sur les lieux d'implantation des data centers et leur consommation réelle, impossible d'agir efficacement. Les politiques publiques doivent imposer des règles strictes pour que ces géants jouent carte sur table. » Microsoft a annoncé en 2025 un nouveau design de data center zéro eau pour l'IA, mais sans préciser comment cette innovation sera déployée à grande échelle. L'intelligence artificielle pourrait bien être le prochain défi climatique. Entre consommation électrique record et gaspillage d'eau, son empreinte environnementale interroge. La solution, des data centers alimentés par des énergies 100% renouvelables, des technologies de refroidissement innovantes et surtout plus de transparence. Car pour rendre l'IA durable, il faut d'abord en connaître le coût réel, une équation que les géants de la tech ne pourront plus ignorer bien longtemps. À Londres, enfin, le sport se vit aussi en déguisement. Au championnat du monde de fléchettes, l'Alexandra Palace s'est transformée en véritable carnaval géant. Costumes extravagants, chants, bières et fléchettes de haut niveau, plongés dans l'ambiance unique d'un événement devenu autant une fête populaire qu'une compétition sportive. À Londres, impossible de se tromper de direction. À l'approche de l'Alexandra Palace, des centaines de supporters déguisés envahissent les allées. Elvis, Astérix, Blanche-Neige, Super Heroes, Minions. Ici, les championnats du monde de fléchettes ressemblent à un carnaval déjanté. À l'intérieur du mythique Alley Palais, plus de 3000 spectateurs par session. Beaucoup le reconnaissent, on ne vient pas seulement pour le sport. C'est 50% fléchettes, 50% ambiance, explique Stéphane, venu du nord de l'Angleterre.
Pour d'autres, l'atmosphère prime sur la compétition. Pendant 3 semaines, jusqu'à la grande finale début janvier, les matchs s'enchaînent dans une ambiance survoltée. À chaque lancer réussi, la salle explose. On chante, on danse, on tape des mains. Les tubes populaires résonnent, repris encore par un public souvent un verre à la main. Les billets mis en vente dès l'été se sont arrachés en quelques heures. Un succès qui confirme la popularité grandissante des fléchettes, devenu un spectacle à part entière entre sport et fête populaire. Dans les tribunes, supporters britanniques, allemands ou néerlandais rivalisent d'imagination pour attirer l'attention des caméras. Pancartes, perruques, déguisements collectifs, tout est bon pour faire le show. Et si l'ambiance est largement masculine, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à la fête. On passe un moment incroyable, sourit Gillian, déguisée en religieuse. On regarde les fléchettes, on boit un verre, on s'amuse. À Londres, les mondiaux de fléchettes sont bien plus qu'un tournoi. C'est une célébration populaire où le sport se mêle avec la fête et où, pendant quelques heures, l'hiver britannique laisse place à une euphorie collective unique. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.